Et bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc je suis accompagnée de Fatih et de Raphaël qui se présenteront juste après. Et peut-être même qu'avant de se présenter, on va laisser un petit peu les personnes arriver. Voilà, donc ça se connecte tout doucement. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Donc d'ailleurs le chat est à droite. Vous pouvez écrire un commentaire tout en bas à droite. Vous pouvez l'adresser à tout le monde ou bien juste à l'admin. Et n'hésitez pas donc tout au long de ce webinaire à poser des questions, à rebondir sur ce qu'on va se dire, à interagir avec nous tout au long. Bonjour Valentine. Bonjour. Hello. Voilà, soyez pas timide, n'hésitez pas à interagir. Bonjour. Bonjour Mortada. Bonjour Naï. Alors d'ailleurs, il faut peut-être que je précise, il y aura peut-être un décalage, enfin c'est même sûr, il y aura un décalage de 15 secondes durant ce webinaire, ce qui est tout à fait normal. C'est le système Webinar Jam qui est comme ça. Il y a un petit décalage de 15 secondes entre votre interaction et le live. Donc bonjour Aude, bonjour UAO. Alors je suis désolée si je prononce mal vos prénoms. Je m'excuse d'avance. Charmila, bonjour. Kautar, bonjour. Et ben, on est ravis de vous voir nombreux. Ça continue à arriver. Et vous vous connectez petit à petit. Et bonjour Emeric. Et on vous dira bonjour petit à petit. Alors, pour les présentations. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'entre vous par message. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc pour ma part, je m'appelle Anna Azaïz et je suis co-directrice générale en charge de la production chez 1 minute 30. Mon rôle est de superviser l'ensemble de la production chez 1 minute 30, de manager l'équipe des chefs de projet, de m'occuper des recrutements, des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et c'est notamment dans ce cadre donc qu'on a fait ce webinaire parce qu'on a pensé que c'était une bonne chose de s'adresser à vous, futurs chefs de projet, soit en recherche de stage ou d'un futur emploi. Et je vais vous présenter rapidement l'agence 1 minute 30, puis je laisserai Raphaël et Fatih se présenter. Donc, peut-être que pour certains, vous avez déjà vu qu'est-ce qu'on fait chez 1 minute 30. J'espère que vous avez eu quand même quelques minutes pour aller sur notre site web et regarder ce qu'on fait. Et je vais vous résumer quand même en quelques mots qui nous sommes chez 1 minute 30. Donc, initialement, l'agence a été créée en 2012 par Gabriel Dabichovel. Donc, on était la première agence d'inbound marketing en France. Inbound marketing étant un concept américain que Gabriel a importé et vulgarisé en France. Et depuis notre création, donc on est devenu notre propre laboratoire. On s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on proposait aux clients. Donc, on est très dans l'innovation, dans le test and learn. Et aujourd'hui, on est une agence une agence de marketing, et on s'est développé autour de 4 métiers. Donc, au fur et à mesure, on a compris que l'inbound marketing est devenu un océan rouge. Puis, on a eu besoin d'évoluer et de nous tourner vers 4 métiers qui correspondent vraiment aux besoins de nos clients, qui sont le conseil, la création, la formation et l'édition. Et notre objectif, c'est de réenchanter le marketing en démocratisant, professionnalisant et responsabilisant ses pratiques. Donc je vais laisser Fatih et Raphaël dire un petit mot à leur sujet. Fatih, je t'en prie. Hello à tous et à toutes. Je m'appelle Fatih Haribou. Je suis chef de projet chez 1 minute 30 depuis à peu près 11 mois, bientôt un an. Ça fait plaisir de bosser avec les autres chefs de projet. J'ai eu un parcours quand même, petit parcours intéressant et c'était avant de commencer avec 1 minute 30. Donc, je suis diplômée d'un master en management des systèmes d'information et avant, j'avais fait une licence en ingénierie des systèmes informatiques et logiciels.
Donc, ça m'a permis d'avoir un petit, un background un peu technique. Et depuis, quand je suis venue en France, donc j'ai fait une formation avec Open Classrooms pour devenir chef de projet digital. J'ai galéré un petit peu pour trouver un emploi, mais la formation, ça m'a permis de bien savoir et comprendre mes objectifs et mes ambitions. Et c'était à la fin de ma formation que j'avais postulé chez Minute 30 pour mon stage de fin d'études. Et après les 6 mois de stage, j'étais embauchée. Donc, on aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur ton parcours et le côté atypique de ton profil qui nous a beaucoup plu d'ailleurs. Raphaël. Bonjour à tous, donc moi c'est Raphaël, je suis chef de projet chez Minute 30 depuis 2 ans et demi maintenant. Voilà, on va revenir, hein, je pense sur le rôle du chef de projet en agence, puisque c'est aussi l'objet de ce webinaire, et puis également sur mon profil. Mais pour résumer un petit peu, donc je suis en charge de différents clients sur l'agence, donc avec un large panel de clients, autant des plus grands comptes que qu'on va dire des startups ou des plus petites entreprises. Et je suis également responsable SEO de l'agence sous la direction de Jérémy, notre directeur marketing. Voilà. Et puis je reviendrai plus en détail par la suite du webinaire sur le rôle du chef de projet et puis sur mon parcours. Super, merci Fatih, merci Raphaël. Et d'ailleurs, en parlant de ce qu'on va voir par la suite, donc vos parcours, alors tout ce que vous avez vécu d'ailleurs en amont, avant de postuler, peut-être même quelques expériences avant d'arriver chez une Minute 30, votre arrivée chez une Minute 30 et aujourd'hui comment vous percevez les choses, ça va être très intéressant pour les personnes qui sont là de comprendre quel est votre parcours, mais aussi peut-être la différence entre quand vous n'étiez pas en entreprise puis quand vous êtes rentré dans l'agence, peut-être cette différence de perception entre le théorique et la pratique. Et d'ailleurs, en parlant donc de ce qu'on va voir lors de ce webinaire, donc on abordera le monde de l'agence, on abordera le type de profil qu'il faut avoir pour accéder à un emploi en agence. Mais on ne va pas rester que focalisé sur l'agence parce qu'on sait bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas nécessairement l'envie que de travailler en agence, mais aussi peut-être chez l'annonceur. Peut-être que ce sont deux mondes qui vous intéressent aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes peut-être juste passionné du marketing et vous avez envie d'entrer dans ce monde-là, que ce soit par l'agence ou par l'annonceur. Et c'est pour ça qu'on va discuter ensemble de voilà qu'est-ce qui est une candidature de qualité. Et d'ailleurs, on prendra un peu les candidatures de Fatih et de Raphaël comme cas pratique, puisqu'on fera un petit retour en arrière et j'aurai l'occasion de vous expliquer ce qui nous a plu chez eux, ce qui nous a poussé à prendre contact avec eux et à nous dire oui, ok, leur profil correspond à ce qu'on recherche. Il y a un match. Et puis après, on pourra rentrer peut-être plus en détail sur quand postuler, quel est le processus d'un recrutement. Je sais que c'est souvent des questions qui peuvent être présentes sur combien de temps avant de démarrer un stage, il faut que je postule, mais il y a combien de temps d'attente entre le moment où j'envoie mon CV et peut-être le dernier entretien final avant d'être recruté. Et puis, on viendra aussi à vos questions, hein, si vous avez des questions sur notre façon de travailler. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, je suis rentrée beaucoup dans le détail. Et d'ailleurs, voilà, donc on suit tout ce que vous nous dites. Et je sais que Emeric a demandé aussi pendant combien de temps Fatih a pu galérer avant d'avoir son diplôme Open Classroom. Mais pour ça, juste donc petit focus sur comment ça s'est passé, quel était votre état d'esprit avant de postuler, et puis comment vous imaginiez le monde de l'agence avant de postuler. Peut-être quel constat vous avez fait aussi en entrant dans ce monde-là, le delta qu'il y a eu entre le ressenti puis le vécu. Tu veux commencer, Fatih ou... Yes, go. Ok, ça marche.
Ok. Personnellement, enfin, quand j'étais étudiante, parce que moi j'étais stagiaire avant de faire partie de l'équipe officiellement. Quand j'étais stagiaire, c'était intéressant parce que avant de me lancer un peu dans le marketing digital, j'étais plutôt intéressée par le business intelligence et la data. Donc moi j'ai cru que c'était ce qui me passionnait et j'ai cherché principalement toutes les offres d'emploi en BI et en data. Mais après quand j'ai commencé à recevoir les emails de refus, donc ça m'a un peu découragée et j'ai commencé à un peu revoir ma stratégie de recherche. C'est là où j'ai commencé en fait la formation chez Open Classrooms. Et quand c'était le temps de chercher un stage, j'ai postulé et enfin, moi, j'avais un objectif de 5 offres par jour. Donc, j'ai Donc, postulé, j'ai envoyé. aussi des objectifs quantitatifs Yes. par rapport à tes candidatures. D'accord. Ouais, j'étais vraiment. C'était important pour moi quand même de fixer cet objectif, de se dire, voilà, il faut postuler, il faut chercher. Oui, je vais recevoir des emails de refus, c'est tout à fait normal. L'échec, ça fait partie. L'échec, c'est aussi une expérience, donc c'est tout à fait normal. Et en cherchant, j'ai trouvé l'offre de stage du 1030 qui a collé à mon profil, enfin collé à ce que je cherchais, à mes ambitions. Et après, quand j'ai commencé à regarder le site, quand j'ai commencé à regarder les profils des collaborateurs, ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a donné envie de faire partie de l'équipe. Et je me suis dit, ah oui, this is a team I want to be part of. Donc, franchement, le détail en fait de l'offre de stage, tout ce qui a été demandé, à chaque fois, je me suis dit, ah oui, check, j'ai ça, j'ai déjà fait ça. Ça, j'ai pas fait, mais je veux bien apprendre. J'ai pas 3 ans d'expérience, mais je vais quand même postuler. Je vais quand même passer l'entretien et on sait jamais. Et après, quand j'ai rejoint officiellement, ça a confirmé toutes les idées que j'avais avant de passer l'entretien. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, effectivement, c'est utile d'avoir une stratégie de candidature pour savoir où on va. Par contre, je pense que la stratégie, elle diffère d'une personne à une autre. Est-ce que tu considères que ça t'a aidé de te fixer un objectif quantitatif? Peut-être, est-ce que tu t'étais fixé un certain cercle à ne pas dépasser, donc rester vraiment dans le domaine de la business intelligence, ou alors tu t'es dit au bout d'un moment, non, il faut élargir parce qu'en fait, c'est peut-être trop restreint. Dans quelle mesure tu t'es dit que il faut je vois Jérémy qui précise que tu es native américaine. Effectivement, on n'a pas précisé, Fatih est américaine. Donc des fois, pour aller plus vite et pour parler plus facilement, elle switch en anglais. Donc du coup, en termes de stratégie de recrutement, stratégie de candidature, est-ce que tu penses que il faut élargir un petit peu les entreprises pour lesquelles on postule, tout en maintenant quand même quelque chose d'assez restreint pour que ça reste pertinent et qu'on ne déborde pas? Ouais. Enfin, je veux répondre à la question. Je veux aussi laisser Raphaël s'exprimer. Oui, il faut vraiment élargir parce que moi, au début, il y avait des secteurs d'activité qui m'intéressaient pas. Donc, quand je voyais des offres d'emploi qui m'intéressaient et que je vois le secteur d'activité, par exemple, avant c'était le secteur automobile, donc ça fait pas partie des choses qui m'intéressent. Donc, je me suis dit ah non, ça laisse tomber, ah non, ça laisse tomber. Mais après, au bout d'un moment, il faut revoir un peu sa stratégie de recherche. Et je me suis dit, je vais tout essayer. Je vais élargir un peu mes champs de recherche. Je vais essayer les différents secteurs d'activité, les différentes entreprises, des petites entreprises, mais aussi les grands groupes. Donc, il faut essayer parce que des fois, quand on se limite, on se limite. Quand on se limite, on se limite. Tu limites un peu. Il faut pas se limiter, c'est ça. Alors, c'est très intéressant voilà, ce que tu dis. Maintenant, moi, je donnerai mon avis. Après, je vais laisser Raphaël s'exprimer, mais j'ai un avis là-dessus sur voilà,
le nombre d'entreprises, pas un nombre fixe, hein, mais la façon de postuler et de quelle façon on doit se limiter ou non. Mais je vais d'abord laisser Raphaël nous raconter un petit peu sa vision sur le sujet. Ouais, et puis du coup, je reviens sur la question d'avant aussi par rapport à l'agence pour faire rapide sur mon parcours déjà. Donc moi, j'avais fait un bachelor, on va dire général marketing, communication, vente, et après un master, master 2 en international product management, donc avec un parcours en anglais et vraiment autour du management du produit. Donc avec des aspects d'ensemble, on va dire, sur le marketing digital, sur le CRM, sur le business plan, enfin voilà, tout un tas de choses qu'on apprend en école de commerce. Mais je ne m'étais pas dit que j'allais faire chef de projet. Donc à l'issue, en fait, j'ai fait un stage de fin d'études à Montréal et là j'ai été amené en fait du fait que à mon arrivée le directeur marketing s'était fait licencier. Je dépendais directement du CEO de la boîte et du coup, j'ai été amené en fait à avoir plus une vision projet en fait à aller chercher des talents et des partenaires pour pouvoir monter des strates et après être plus dans l'opérationnel sur de la gestion de projet. Euh, Là-dessus, j'ai adoré ce que j'ai pu faire et c'est ce qui m'a conduit à ensuite dans mes recherches intégrer on va dire cette recherche gestion de projet. J'avais pas abandonné non plus, on va dire ce que j'avais fait dans mes études, donc c'est-à-dire plus accès produit, ou alors on va dire dans le marketing, mais pas forcément en gestion de projet. Mais j'ai toujours eu dans la tête et en discutant aussi autour de moi que l'agence c'était quand même le meilleur endroit pour faire ses armes, pour voir un maximum de choses, même si on est sur un rythme plus intense, mais on est sur on va dire quelque chose qui correspond très bien à un début de carrière, surtout pour de la gestion de projet, puisque on va pouvoir vraiment se faire à plein d'outils, plein de process et même si ça peut paraître un peu plus soutenu que chez l'annonceur, parce que je pense que c'est le cas et c'est quand même une réalité, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi hyper important dans ces jeunes années et c'est là où on va pouvoir se faire. Et du coup, c'est la vision que j'en avais. Et c'est la vision que enfin, j'ai confirmé cette vision-là quand je suis arrivé, même si parfois on s'attend à des choses qu'on n'a pas et vice versa. C'est du détail, mais en tout cas, c'est la vision que je me faisais de l'agence et voilà. En ce qui concerne la stratégie de recherche, donc moi j'avais inclus pas mal de choses. Même des choses qui sortaient, on va dire, un petit peu, parfois même plus accès vente, limite. Mais en fait, je voulais tester un peu tout. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je me cherchais un petit peu aussi à des moments. Mais je voulais, voilà, aussi faire des entretiens. C'est aussi se rendre compte de notre discours et puis de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Donc c'est pour ça aussi qu'élargir parfois c'est important. Et finalement, voilà, là où je suis allé le plus loin dans les processus de recrutement, c'était vraiment ce qui était autour du marketing et soit gestion de projet, soit produit. Ouais. Mais autant chez l'annonceur qu'en agence. Mais voilà, moi quand j'ai pu discuter avec vous et que vous m'aviez énoncé les missions et le rôle du chef de projet en agence, je me suis vraiment, ça m'a conforté dans ce que je voulais et c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et donc moi c'était un recrutement en CDI directement et pas en. Tout à Du fait. coup, ouais, voilà. Vous n'étiez pas tout à fait dans le même cadre, mais on le verra aussi davantage par la suite. Fatih nous a rejoint pour un stage. Elle a été embauchée à l'issue de 6 mois de stage, là où Raphaël nous a rejoint donc directement en CDI. On n'était pas du tout dans la même phase, on va dire économiquement parlant, hein, chez Minute 30. Donc des fois, on a on va dire, on est sur un temps long, donc on souhaite accueillir des plus jeunes, tester un peu une collaboration, travailler ensemble. Euh, alors ça, c'est quand il s'agit de dernière année, hein, avec une éventualité de pré-embauche. Et puis des fois, ben voilà, on gagne des contrats, on est content, c'est une bonne nouvelle, mais on a besoin d'agrandir l'équipe parce que c'est une phase de croissance qu'on n'avait peut-être pas anticipé tout de suite et qui s'est fait beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc là, on fait des recrutements en CDI. Alors juste, je vais donner mon avis sur ce que Fatih disait tout à l'heure, mais en attendant dans le chat, peut-être
dites-nous si vous connaissez bien la différence entre l'agence et l'annonceur. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit l'agence, l'annonceur. Est-ce que c'est au clair pour vous la différence entre ces deux termes? Et puis éventuellement, si c'est au clair pour vous, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter l'agence et l'annonceur, et est-ce que vous avez trouvé des différences? En l'occurrence, donc sur le fait de candidater vraiment beaucoup de fois, un certain nombre de fois, je ne veux pas donner de chiffres parce que je ne pense pas qu'il y en ait, il n'y a pas un chiffre précis. Je pense que c'est à maîtriser. Je comprends qu'il faut se donner toutes les chances et c'est important, mais ça reste à maîtriser. Et ce que je vous conseille, en tout cas, c'est de postuler à des offres qui vous semblent pertinentes par rapport à votre profil. Si vous voyez que dans une offre, il y a marqué stage uniquement, pas d'alternance, et que vous recherchez une alternance, je sais qu'il y a des gens qui postulent quand même en se disant je vais quand même postuler, et je sais qu'il y a des écoles qui le conseillent aussi, hein. Je vais quand même postuler parce que on sait jamais, au cas où mon profil pourrait plaire. Il y a des situations où ça peut peut-être s'y prêter, mais sauf s'il y a écrit pas d'alternance, ça veut dire que la structure ne prend pas d'alternant, donc faut pas trop forcer. Et de la même façon, si vous voyez que c'est une recherche de CDI avec 3 ans d'expérience minimum, et que vous venez d'être diplômé et que vous n'avez pas encore trop d'expérience, il vaut mieux postuler à des offres où les juniors sont acceptés, et ne pas trop s'éparpiller. Et ça, c'est pour la recherche d'un premier emploi ou d'un stage confondu. Ne pas trop s'éparpiller et ne pas postuler à trop d'annonces en se disant en fait, je vais faire de la masse, et puis à un moment donné, je vais convertir et je vais réussir à obtenir un entretien d'embauche. Si vous faites dans la masse, vous allez plus perdre du temps qu'autre chose. Il faut vraiment postuler à des offres qui sont qualifiées. C'est comme dans le marketing d'ailleurs. Il faut être précis dans ce qu'on fait, et les efforts que vous déployez, déployez-les en fait sur des annonces qui vous semblent justes par rapport à votre profil. Ça n'empêche après que vous pouvez avoir un certain nombre d'offres qui correspondent à votre profil et postuler à tout. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, merci pour ces précisions, Jérémy, Mortada, pour la différence entre l'agence et l'annonceur. Donc, effectivement, les agences gèrent beaucoup de stratégies pour plusieurs entreprises qui sont donc les annonceurs. Donc, en fait, quand on travaille chez l'annonceur, on travaille dans le service marketing d'une entreprise et on a un objectif, plusieurs objectifs, mais en tout cas, on travaille pour la stratégie de l'entreprise, alors que quand on est en agence, eh bien là, on est amené à gérer plusieurs projets pour plusieurs marques, donc plusieurs entreprises, avec des objectifs différents, dans des secteurs d'activité différents. Donc, d'où la remarque de Raphaël qui disait, en général, c'est très, très formateur. Et c'est vrai, hein, moi-même, j'ai travaillé et chez l'annonceur et en agence. En agence, c'est très formateur. Si vous êtes curieux, c'est fait pour vous, parce que vous apprenez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses. Et puis, en fait, vous avez des projets pour des entreprises qui peuvent venir de secteurs très différents, avec des enjeux très différents. En tout cas, en agence, vu qu'on travaille avec des entreprises qui ont des gros besoins en marketing, ils attendent de nous qu'on ait un niveau plus, quoi. Qu'on ait un niveau vraiment suffisant pour aller les challenger sur leur marketing. C'est pour ça que le recrutement en agence peut être parfois un peu plus dur. Alors, Émeric a toujours entendu qu'il fallait tenter dans la masse. Je vous conseille vraiment d'aller sur de la pertinence. Comme je le disais, si, admettons, vous avez un profil marketing, communication qui peut correspondre vraiment à plusieurs agences et plusieurs entreprises, faites le listing des entreprises qui vous plaisent, des secteurs qui vous plaisent, des agences qui vous plaisent, et plus il y en a, mieux c'est, si elles correspondent à votre profil. Par contre, si vous allez dans la masse et que dans la masse, vous postulez à des offres qui ne vous conviennent pas du tout,
sincèrement, vous allez perdre votre temps et le recruteur va perdre son temps aussi. Et puis en plus, admettons, hein, vous tentez dans la masse et puis finalement, oui, ok, vous êtes recruté dans une entreprise, votre CV a plu, mais en fait, vous y regardez de plus près et finalement, c'est dans un secteur qui vous tente peut-être moins qu'un autre. Ouais, pour moi, c'est ça aussi, ouais. Bah, c'est ça. Parce que forcément, la masse, s'il y a du volume, il y a forcément plus de retours. Mais après, derrière, c'est sûr que si on regarde pas assez les offres et que même on va au bout du process, finalement, arriver dans un truc qui nous plaît pas, Ah oui, il faut assumer ses choix derrière. Et puis, il faut assumer d'aller jusqu'au bout. Mais bon, à la rigueur, alors d'ailleurs, ça rejoint peut-être un autre point. Faut s'y prendre suffisamment tôt. Quand on postule, faut s'y prendre tôt. Donc, ça veut dire que quelques mois avant, voilà, on commence à regarder un petit peu les entreprises et les agences qui nous intéressent. On commence un peu à regarder, voilà, comme Fatih le faisait, les profils dans les équipes, peut-être les clients de ces agences ou de ces entreprises, s'il y a des références. Enfin, de toute façon, il faut s'informer au max et puis à un moment donné, voilà, choisir chez qui on postule. Et le fait de s'y prendre bien en amont, ça permet aussi de se préparer et de se laisser du choix et du temps, quoi. Et en fait, sincèrement, je pense qu'on fait dans la masse quand à un moment donné, on se rend compte que mince, il faut que je postule, j'ai toujours pas mon stage, et là, c'est un peu galère. C'est ça. Et Aymeric, du coup, explique qu'il en a fait aussi, peut-être. On a le coucou du chat. Ouais, voilà. Comme ça, il aura fait sa star à un moment. Qui s'intéresse au sujet. Donc du coup, Aymeric, oui, choisirait peut-être la pertinence parce que la masse n'a jamais convaincu. Et ben, j'espère qu'en tout cas, l'explication entre la différence entre l'agence et l'annonceur était très claire. Encore une fois, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous, on est là pour y répondre. On a organisé ce webinaire pour vous. Donc, faut pas hésiter là-dessus. Et pour vous, Fatih, Raphaël, vous aviez des blocages avant de postuler. Il y a des choses qui vous ont bloqué, par exemple, peut-être vous saviez pas comment faire. Alors du coup, on en vient au CV, mais comment faire votre CV, quelles infos mettre ou non, comment présenter certaines informations. Vous aviez des blocages vis-à-vis de ça ou pas? Peut-être comment vous adresser, hein, tout simplement, aux recruteurs. Et d'ailleurs, dans le chat aussi, hein, dites-nous si vous, aujourd'hui, vous avez des blocages, s'il y a des choses qui sont peu claires. Moi, de mon côté, bon, bah, on en reviendra sur mon CV. J'avais un doute. C'est vrai que, bon, quelques mois avant, j'avais quand même, pour ma recherche de stage à l'étranger, j'avais beaucoup travaillé CV, lettre de motivation. Et j'étais sur un format américain, voilà, sur plusieurs pages, avec le descriptif de mission, les objectifs des missions, ce que j'avais fait et puis les résultats. Et je me disais comment je vais adapter ça en France, puisqu'en France on est toujours sur un CV une page. Mais en même temps j'ai envie de dire plein de choses. Donc j'ai essayé de faire un mix en fait entre les deux modèles. Donc j'avais ça, mais j'avais aussi beaucoup de moi ce que j'ai du mal à appréhender, c'était plus au niveau des offres en fait. Au niveau des offres, notamment par rapport à l'ancienneté qu'on demandait. Qu'est-ce qu'on peut prendre en fait en compte dans l'ancienneté? Ça veut dire quoi? On me demande plus de 2 ans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux prendre en compte? Parce que est-ce que c'est 2 ans du listing de la mission? Donc il y avait toujours ce souci de se dire est-ce qu'on est légitime finalement ou est-ce qu'on perd pas du temps à postuler? Et donc moi c'était plus ça, mais on va dire mes problématiques. Ouais, de savoir si le stage ou l'expérience en alternance compte en fait dans l'ancienneté. C'est ça. Moi, c'était à peu près comme Raphaël, parce que moi aussi, quand j'ai cherché un stage, j'étais pas en France. Enfin, non, c'était pas ça.
Je viens d'arriver en France, je cherchais un emploi, j'ai pas trouvé, j'ai galéré et donc j'ai fait la formation chez Open Classrooms parce que je me suis dit peut-être j'aurais besoin d'un diplôme français pour pouvoir parce que je connaissais pas en fait le marché français et je me suis dit peut-être j'aurais besoin d'un diplôme français reconnu ici en France. Donc j'ai fait la formation chez Open Classrooms et quand j'ai cherché un stage de fin d'études, j'avais plusieurs blocages, soit en termes de candidature, soit en termes de, tout ce qui est test and learn, parce que des fois, tester comme j'ai dit, une stratégie, ça marche pas, tu changes de stratégie. Parmi les choses que j'ai testées, c'est comment candidater en fait. Souvent, la manière classique, c'est d'envoyer sa candidature directement à travers soit LinkedIn, soit le site de recrutement, la page carrière, etc. Moi, j'ai essayé ça. Soit ça n'a pas marché, soit c'était toujours des réponses négatives, malheureusement. Mais c'est aussi bien parce que ça m'a permis de tester des stratégies différentes. J'ai commencé à envoyer directement des messages aux recruteurs via LinkedIn, via email par exemple. Donc j'ai essayé ça aussi et je me suis dit je vais envoyer un message personnalisé au lieu d'envoyer ma candidature avec mon CV, des fois avec une lettre de motivation si c'est demandé, mais de préférence l'envoyer. Mais voilà, ils ont pas forcément le temps de lire la lettre de motivation, de lire le CV en détail. Donc la deuxième chose que j'ai fait suite à ces blocages, c'est que j'ai essayé d'envoyer des petits messages où je mets en avant en fait mes atouts. Donc je mets en avant mes skills, les choses qui me rendent unique par rapport aux autres candidats. Donc je mets ça en avant dans un message et j'envoie ma candidature. Et puis voilà. La troisième chose, c'était comment faire face au rejet en fait, au refus. J'avais un peu, je savais pas comment gérer ça au début parce que, à mon avis, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai un bon CV. J'ai envoyé ma lettre de motivation. Le descriptif de l'offre, ça match à ce qui est demandé. Pourquoi j'étais pas acceptée? Pourquoi? Why me? Et why not me? Donc, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'envoyer un petit message pour demander en fait des feedbacks. Donc, en fait, je vous conseille de faire ça. Il faut surtout pas hésiter à demander des feedbacks, à demander, à envoyer un petit message pour savoir pourquoi vous étiez pas retenu. Est-ce que c'était par rapport à la candidature? Est-ce que vous avez peut-être passé l'entretien et qu'il y avait un truc qui allait pas pendant l'entretien ou c'est juste qu'ils ont trouvé peut-être un autre profil. Donc, c'était parmi les choses qui m'ont permis de gérer en fait ces différents blocages. Et d'ailleurs, faut pas hésiter à poser la question, des fois aux recruteurs, si vous avez envie de savoir pourquoi votre candidature n'a pas été retenue, n'hésitez pas à poser la question. Des fois, peut-être que le recruteur n'aura pas le temps, donc il pourra peut-être pas y répondre, mais en principe, c'est toujours mieux de répondre à une personne qui a besoin de savoir pourquoi sa candidature n'a pas été acceptée. Donc c'est plutôt c'est mieux si le recruteur vous répond, mais en tout cas, ça vous coûtera de poser la question. D'ailleurs, Fatih, parce que Emric avait demandé tout à l'heure, je pense pas qu'on soit revenu dessus, il avait demandé combien de temps tu avais galéré après avoir eu ton diplôme Open Classroom, mais du coup, t'as pas galéré parce qu'on t'a recruté directement après ton stage, mais peut-être au moment où tu es arrivé et que tu t'es dit je vais rechercher un emploi, puis tu as vu que tu ne trouvais pas et tu t'es relancé dans une formation et tu as cherché pendant longtemps. Je me souviens plus d'ailleurs si on en avait parlé. J'ai cherché quand je suis venue en France, j'ai cherché pendant 5 mois. J'ai essayé plusieurs stratégies. J'aime beaucoup ce mot parce que ça rend un peu les choses un peu très stratégique, vous l'aurez compris. Plusieurs stratégies de recherche, donc je vois. Quand ça n'a pas marché, donc je me suis dit, donc il y a un truc qui va pas, il faut chercher en fait d'autres alternatives. Donc c'est là où je me suis dit, ok, je vais essayer la formation Open Classrooms. C'était une formation à temps plein, donc une formation de 14 mois et à la fin, il y avait un stage. Donc je me suis dit,
Ah bah tiens, il y a un stage à la fin, donc c'est une opportunité pour trouver un emploi. Ça va me permettre parce que c'est un stage en fait, et la plupart des entreprises, soit elles recrutent en CDI avec expérience ou en stage si tu es étudiant. Donc voilà, ok, ça me permettra. Il faut pas hésiter à le préciser si jamais vous êtes en recherche d'un stage de pré-embauche, parce que si c'est important pour vous, vous pouvez le préciser en fait sur votre CV. Yes. Et du coup, quand j'ai fait la formation, quand j'étais en formation, j'ai pas le moment où j'ai commencé à postuler. J'étais étudiante, donc c'était le temps pour chercher un stage. Donc c'était juste 4 mois avant mon stage, 4-5 mois avant le stage. Quand j'ai commencé à chercher, j'ai pas attendu longtemps, j'ai trouvé le stage. Et puis, dès le début, pendant notre entretien, Anna, tu m'avais dit que il y aura peut-être une possibilité d'embauche à la fin et que vous étiez à la recherche, d'un chef de projet en CDI et que ça pourrait être intéressant pour moi. Donc, je me suis dit, ok, je vais donner mon tout. J'étais vraiment motivée, je voulais tout donner pour vous montrer que j'étais le bon candidat pour être embauchée en CDI et j'ai pas du tout attendu. Donc j'étais embauchée juste après. Pour répondre à la question d'Aymeric, j'ai pas du tout attendu. J'ai attendu quand j'étais pas en formation et j'étais un peu partout. Je savais pas ce qu'il fallait faire pour trouver le bon emploi, le bon stage. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut tenter la formation. Et toi, Raph, il s'était passé combien de temps entre le moment où tu as été diplômée, t'as recherché pendant combien de temps et t'as trouvé au bout de combien de temps? Enfin, du coup, on t'a embauché au bout de combien de temps? Je réfléchis. Non, parce que j'ai fait je suis rentré en août de mon stage de fin d'études. Ouais. J'avais mon mémoire, du coup, j'ai dû être diplômé en octobre ou en novembre. Et j'ai commencé en juin chez Nuit 30, tu vois. Peut-être plutôt fin d'année, donc il y a au moins 6 ou 7 mois. Facile. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'au début, je pense que j'ai pas bien ciblé. Je m'étais fait une vision de ce que je pouvais faire, mais le truc c'est que moi j'avais pas fait d'alternance, j'avais fait des stages, mais globalement c'était quand même en termes d'expérience, même quand je suis entré chez Mutant, j'étais quand même assez junior. J'avais l'envie de faire, mais j'étais quand même assez junior sur mes sur les expériences professionnelles que j'avais pu avoir, même si j'en avais fait pas mal, mais j'avais moins cumulé que quelqu'un qui fait de l'alternance par exemple. C'est pour ça que si vous avez l'occasion de faire de l'alternance, faites-en, c'est pas mal quand même, ou des stages. Mais oui, globalement, voilà, c'est 6-7 mois, c'est ce que j'avais. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais essuyé pas mal de refus, mais parce que je pense que je cherchais pas bien. Je cherchais des postes avec justement trop haut, avec une demande d'expérience ou alors de spécificité sur des secteurs que je n'avais pas. Donc voilà, après c'est comme ça, c'est aussi en commençant à chercher qu'on se rend compte et qu'on affine ensuite. Alors, Aymeric demande aussi s'il est préférable, lorsqu'on est fraîchement diplômé, de postuler pour un CDI ou bien de faire une recherche de stage pour acquérir de l'expérience. Eh bien, Aymeric, pour faire part un peu de mon expérience, tout comme Raphaël, j'avais eu une expérience de stage au Canada. Et quand je suis revenue en France, j'ai mis aussi plusieurs mois avant de trouver quelque chose. Et au début, je postulais plutôt pour un CDI. Et finalement, j'ai fini par refaire une alternance pour me spécialiser, en ergonomie du web, pour ajouter une corde à mon arc et en même temps faire une alternance. Donc, ça aussi, c'est une stratégie. Ce que je dirais, Aymeric, c'est que en fonction de comment, de ton aisance actuelle, si tu te sens prêt pour un CDI, en fait, postule à un CDI. Et si tu as envie de faire un stage, pourquoi pas, hein. De toute façon, sincèrement, je pense qu'on n'est pas à 6 mois, enfin 4, 5 ou 6 mois près dans sa vie. Si on a envie de faire un stage, ça peut être aussi l'occasion d'arriver dans une entreprise. Et justement, personnellement, c'est via l'alternance que je suis rentrée en contact avec une Minute 30 et que finalement j'ai été embauchée par une Minute 30. Donc finalement, stratégiquement, ça a joué en ma faveur.
Maintenant, la seule question pour le stage, c'est qu'un stage, c'est conventionné, donc il faut quand même trouver en fait un organisme qui peut conventionner ton stage. C'est ça. Donc voilà, c'est juste là-dessus, c'est une question purement administrative où il faut se renseigner. Mais il n'y a pas Ça se fait, ouais. Mais Ouais, c'est un peu des pirouettes en général, quoi. Enfin, c'est bah, compliqué. il y a des solutions, mais après, Mm. faut peut-être bien se renseigner. Mais pourquoi pas, hein. Moi, je pense que c'est deux voies. Entamer directement en CDI ou faire un stage, c'est deux voies. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. En fait, chacun a un peu son chemin et son aisance. Oui. Et après, Adèle, si jamais on postule, combien de temps attendre avant de relancer? Euh, Peut-être une semaine, entre 1 et 2 semaines, mais moi je dirais pas avant une semaine parce que généralement, quand on publie une offre, euh, on est amené à trier beaucoup de candidatures, à regarder et on prend généralement notre temps parce que on a envie de bien comprendre ce que fait le candidat et de trouver en fait les points les points communs entre ce qu'on propose et le profil. Après, faut pas s'étonner si sur des grands groupes où ça prend plus de temps. À titre d'exemple, hein, j'ai reçu un retour de 3 grands groupes peut-être 9 ou 10 mois après. Ouais, ça m'était Donc arrivé aussi. ils mettent plein de posts, mais en fait sur LinkedIn il y a les annonces, il y a tout ça, mais en fait c'est pas traité avant 5 mois, et puis après le temps qu'ils traitent, vu qu'il y a 3000 candidatures, Ouais, des fois, ça peut prendre vraiment beaucoup c'est de ça. temps. Ouais. Euh, Après, et d'ailleurs, hein, c'est vrai que le choix de la structure, de la taille de la structure est quand même assez important. Euh, Vous pouvez avoir des envies différentes. Pareil, il n'y a pas de réponse ou de choix tout fait et il n'y a pas de choix idéal. Mais essayez un petit peu de parler autour de vous et de vous renseigner pour savoir est-ce que vous préférez être plutôt dans une grande structure, travailler dans une start-up, voilà, travailler dans une agence euh, enfin, avec un effectif moyen. Enfin, essayez de vous projeter un maximum. En général, on a beaucoup de gens autour de nous qui ont des informations. Il ne faut pas hésiter à. J'aime bien ce conseil, Anna, parce que en fait, ça me rappelle un peu quand j'étais à la recherche d'un stage pour ma licence. Ouais. J'étais pas en France, j'étais au Maroc. Donc quand j'étais au Maroc, je cherchais un stage et j'ai commencé big. Genre j'ai postulé pour Hermès, pour L'Oréal, des postes avec des prérequis de 5 ans d'expérience, de 3 ans d'expérience. Et moi j'étais qu'en licence, mais c'était j'ai dû le faire pour me dire, ok, peut-être il faut start small, peut-être. Enfin, ça c'est pour moi personnellement, c'est ce qui était la bonne stratégie pour moi, c'est de start small et après pas à pas se développer et trouver la bonne structure avec la bonne taille. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et voilà, ça dépend tout simplement des envies de chacun. Mais faut bien s'orienter. Et au pire, si on ne sait pas, eh ben, on tente, on teste, et puis on verra. Voilà, tout Yes. simplement. Euh, alors, Ludovic est en reconversion. Et donc, tu viens de deux domaines très différents et tu as peur de paraître pour instable et trop vieux dans un secteur de jeunes pousses avec des gens souvent très jeunes. Euh, Bon, alors déjà, je ne connais pas ton âge, Ludovic, mais et je veux pas paraître, je veux pas mettre les pieds dans le plat en te demandant ton âge, tu me communiques seulement si tu le souhaites. Mais en tout cas, je pense que les personnes en reconversion ont toute leur place. Je sais que chez Minute 30, on a déjà accueilli des personnes en reconversion qui ont démarré par un stage. Il y a même une personne qui avait poursuivi chez nous en CDI. Euh, de la même façon, il faut pouvoir démontrer quelles sont tes compétences et tes appétences qui te permettront de, de, d'accéder en fait au job, d'apporter ta pierre à l'édifice
Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je me souviens qu'il y a une personne qui nous avait rejoint au tout début pour un stage. Il avait la cinquantaine et il avait une expérience méga intéressante, super intéressante. Donc tout ce qui est études, et voilà, il voulait se reconvertir et passer au niveau de l'agence pour être plus dans le marketing digital. Et sincèrement, on a eu on a fait un bon bout de chemin avec lui. C'était un beau parcours. Après, voilà, il a quitté la boîte parce qu'il avait d'autres projets. Il a changé aussi de vie. Enfin bref, pour des raisons qui font que c'est la vie, quoi. Mais en tout cas, je pense que les personnes en reconversion ont tout à fait leur place. Et là, j'ai pas forcément un frein. On a vraiment travaillé avec des personnes de tout âge, hein, personnellement. Chez Minute 30, moi, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, Fatih et Raphaël. Mais, Oui, c'est clair. donc, Encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, c'est ce qu'on peut apporter. Et c'est savoir revendre, son expérience passée. Ouais, et puis vraiment, les personnes qui sont passées par d'autres secteurs et qui ont eu d'autres expériences peuvent vraiment être des personnes très intéressantes pour le développement d'une entreprise, hein. Donc, Et même, top. oups, Ah, on a perdu Raphaël. Ah, il est là. Ouais, désolé, j'ai dû refresh parce que j'avais un petit problème de connexion. Pas de souci. Et après, alors, Husseini Il y a des questions, ouais. a dit c'est au feeling. Et du coup, on a peut-être loupé, c'était peut-être sur quelque chose qu'on a dit. Donc, Husseini, on veut bien que tu précises au cas où, comme ça on pourra répondre à ta question. Et puis, Emeric me demandait tout à l'heure, parce qu'on parlait des CV tout à l'heure, et il demandait si la lettre de motivation est indispensable. Alors, vous connaissez mon avis là-dessus, Fatih et Raphaël. Peut-être Raphaël, dis-nous toi ce que tu en penses par rapport à Moi, il me semble que j'ai le même avis que toi là-dessus, mais pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Enfin, après, c'est toujours pareil, hein, la lettre de motivation en soi. On voit sur certains sites carrière que finalement la lettre de motivation, on ne demande pas une lettre de motivation, mais c'est découpé en différentes questions qui finalement en font une lettre de motivation. Mais globalement, pour moi, ça permet de vraiment se présenter, de montrer qui on est, quelles sont nos affinités, de tout ce qu'on peut pas mettre justement dans le CV qui est finalement, enfin c'est très important quoi. Ça, pour moi c'est vraiment une façon de montrer notre motivation comme son nom l'indique, mais voilà, on peut vraiment mettre tout ce qu'on peut pas mettre sur le CV, donc ce qu'on peut faire à côté, quelles sont nos affinités, pourquoi on peut aussi appliquer à cette entreprise là, et pour moi c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne. À titre d'exemple, moi sur les différents entretiens que j'ai pu avoir, on a souvent cité ma lettre de motivation. Mais ça a attiré l'attention. On me posait des questions, mais non, tu disais que ça. Donc c'est souvent des. Enfin, moi, je pense que ça a pu être déclencheur dans certaines situations. Ouais, la lettre de motivation, en fait, si elle n'est pas demandée, à vous de voir si vous voulez l'inclure ou pas. Donc, vous pouvez combiner un PDF en mettant votre CV, votre lettre de motivation. Si vous tenez vraiment à dire des choses qui ne seraient pas explicitement affiché sur votre CV. Ça dépend un peu du canal aussi de candidature. Il y a des sites où la lettre de motivation n'est pas forcément demandée parce que il y a une première phase en fait de tri, de sélection, voilà, de tri et de sélection. Puis après, c'est peut-être aussi que le processus de recrutement derrière sera un peu plus long. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les candidatures spontanées déjà sont très appréciées. Les candidatures avec lettre de motivation, ça dépend vraiment des entreprises, mais mon point de vue, et celui que vous partagez, Fatih Raphaël, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est que la lettre de motivation, elle permet vraiment de déployer votre argumentation. Il ne faut pas faire une lettre de motivation qui est hyper bateau, qui dit, voilà, je fais ça, je serai moteur de la réussite, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ouais, c'est ça. Faut pas partir dans des phrases qui sont très bateaux. En fait, dans une lettre où vous expliquez vos motivations pour candidater, il faut pouvoir
expliquer en fait quel est votre profil, comment vous voyez les choses, ce que vous avez envie de faire, quels sont vos points forts, pourquoi vous postulez dans cette entreprise-là. En fait, il faut parler vrai, quoi. Il faut parler vrai, il faut être transparent, il faut être pertinent. Le rôle du recruteur, c'est de vraiment comprendre qui vous êtes, de vous cerner, et puis de savoir si vous, votre profil, vous êtes fait en fait pour travailler dans cette entreprise et pour avoir ce poste-là. Parce que, et d'ailleurs, c'est aussi une question qu'on se pose souvent sur les intérêts, tout ça, mais en gros, il faut voir, ok, si vous avez les compétences, alors déjà, faut pas trop, comment dire, essayer d'enrober les choses quand on met en avant ses compétences. Il faut être très vrai dans ce qu'on dit. Mais en plus de ça, il faut être vraiment honnête, parce que vous allez intégrer une entreprise, vous allez intégrer une équipe. Il faut que vous puissiez partager les mêmes valeurs, la même philosophie, que vous puissiez en fait pleinement vous intégrer et vous aussi être satisfait de votre poste. Parce que si on se base sur des informations qui sont erronées, ben, à l'arrivée, ça va être bancal. Et d'ailleurs, sur la question des CV, je sais que Fatih et Raphaël, il y avait des choses qui nous avaient beaucoup marqué. Je sais qu'on les a abordées, mais je vais peut-être juste synthétiser là-dessus. Raphaël, tu avais fait un CV sur 2 pages. Fatih, toi, tu avais fait un CV sur une seule page, mais tu avais vachement mis en fait les points différenciants de ton profil dans le message que tu nous avais écrit. Donc le fait que tu sois polyglotte, le fait que tu sois native américaine, peut-être les aspects un petit peu techniques qui allaient aussi avec ton profil marketing. Et puis, Raphaël, tu avais quand même très bien détaillé les expériences que tu avais pu avoir. Et là-dessus, j'ai peut-être juste rapidement projeté les quelques éléments qui nous avaient plu. Donc, on avait quand même une présentation voilà, où tu nous décrivais en fait la personne que tu es, ton état d'esprit. Et puis, dans tes expériences professionnelles, c'était quand même suffisamment détaillé pour qu'on comprenne bien ce que tu as fait lorsque tu étais dans ces boîtes-là. Donc, j'ai pas mis tout le CV, hein, c'était un CV sur 2 pages, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces extraits-là, la façon dont tu avais détaillé ton expérience. Ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'est que tu avais mis en avant tes certifications, les logiciels que tu savais gérer, mais tu avais aussi précisé que dans le cadre de ta vie privée, tu fais de la musique, donc tu savais utiliser les logiciels audio. Et ça, en fait, c'est super intéressant parce que ça nous permettait de comprendre que voilà, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est utilisation de logiciels, notamment de la suite Adobe, ben, globalement, vu que c'est un peu fait de la même façon, on savait que tu serais à l'aise là-dessus. Et puis en plus, ça apporte une certaine créativité à ton profil. Donc on sait que tu es une personne avec voilà, de la créativité, et finalement on ne s'est pas trompé parce que c'est le cas. Aujourd'hui, tu te sens très à l'aise sur les projets qui ont une certaine créativité. Tout à fait. Et Fatih, ce qui était très intéressant, donc pareil, on avait une phrase. Alors là, cette fois-ci, c'était une phrase synthétique qui nous permettait de comprendre ton profil directement, ce que tu recherchais, là où tu en étais. Et tu as mis en avant tes compétences. On pouvait les identifier de façon claire et directe. Et puis, tu avais mis en avant tes expériences professionnelles et pas que au niveau des stages ou des entreprises, mais aussi tes projets personnels. Donc, un site que tu avais pu monter, mais vraiment, voilà, c'était un projet personnel, en tout cas, quelque chose que tu avais fait de ton côté. Et puis, tu avais mis en avant voilà, tes centres d'intérêt, les soft skills, les langues. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Si, c'est utile. Et tu avais joint à ton message, et puis d'ailleurs, on le voit aussi sur le CV, championne du Maroc en public speaking. Tu avais joint à ton message, je pense, ou peut-être pas à ton message, mais après l'entretien, tu nous avais envoyé le lien de la vidéo. Oui, tout à fait. Un discours.
Et puis voilà, tu as reçu un prix, et ça c'était super intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es très à l'aise dans le discours, l'argumentation. D'ailleurs, cette vidéo était assez impressionnante et on avait été très séduits par ton aisance oratoire. Donc c'était vraiment très très bien. Et puis toi, ça Merci. t'est sur une page, mais cette page était suffisamment détaillée pour qu'on puisse comprendre ton profil. Yes. Et le message qui l'accompagnait était assez cash, direct, et tu allais vraiment à l'essentiel en fait, en disant ce que tu savais faire, le fait que tu étais polyglotte, et puis surtout on avait compris que tu t'étais renseigné sur une minute 30, que tu avais compris ce qu'on faisait. Et surtout, je veux juste rajouter ce point comme ça, vous les étudiants, si vous êtes comme moi, parce que moi, avant, j'avais un background qui est purement technique, et après, j'ai rajouté un master qui m'a permis d'avoir une double compétence en management aussi. N'hésitez pas à mettre ça en avant. C'est le fait d'avoir une double compétence, c'est intéressant et c'est ce que les entreprises ils cherchent. Donc le fait que vous avez un background technique, mais vous savez aussi gérer des projets, des clients, un business en général. N'hésitez pas à mettre ça en avant aussi. Ouais, et puis les qualités, enfin la personnalité du candidat est très importante, vraiment, pour l'intégration au niveau de l'équipe, il faut un véritable partage des valeurs pour une bonne cohésion d'équipe. Et donc, ce que vous aimez faire, votre profil, votre trait de caractère sont très importants. Ouais, ça rejoint la question d'Abdel aussi sur ce qu'on peut mettre en avant. De la même manière, faut pas hésiter à faire des choses à côté de ses études ou quoi, même des projets si ça reste dans le cadre perso, même si c'est pas avec d'autres personnes, mais on en fait tous des choses. faire un book, voilà, et ça le mettre en avant. On en fait tous des choses à côté de nos études, de notre travail. Donc oui, je pense que quand ça peut avoir une utilité et que ça vous rend unique. Ouais, et que ça vous rend unique, faut le mettre. Je pense que si quelqu'un met en fait, très sincèrement, ce qu'on rencontre communément, c'est j'aime le cinéma, c'est j'aime le sport et j'aime la lecture. C'est des choses qu'on voit beaucoup. Oui, mais ça vous rend pas, en fait, ça vous détache pas des autres, parce que je pense qu'on est beaucoup à aimer aller au cinéma, à lire. Moi, aimer le sport. Ouais, bon, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous différencier des autres. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter. Et Husseini disait qu'un jour, il a demandé donc pourquoi sa candidature n'a pas été acceptée, et le recruteur a dit que c'était au feeling. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le recruteur, il est vraiment pas cool parce que C'est clair. non, je pense que là, bon, perso, moi, je pense que c'était pas cool parce que il y a des raisons pour lesquelles on se dit qu'un candidat n'est pas qualifié pour un poste. Et en général, il y a des raisons. Donc, soit c'est au niveau des compétences, soit c'est au niveau de certaines petites choses qu'il faut savoir gérer à minima pour pouvoir avoir des bases solides. Soit c'est à la rigueur parce qu'on a eu beaucoup de CV excellents et que voilà, je sais pas, il y en avait quelques-uns qui correspondaient peut-être plus, malgré que votre candidature était, oui, une bonne candidature qui aurait pu correspondre, mais bon, on en a eu d'autres à côté qui correspondaient davantage ou qui nous ont convaincus. Mais dire c'est au feeling, en fait, concrètement, ça veut rien dire. Et aussi, il n'a pas voulu répondre. Et aussi, tant mieux. Le fait que vous avez reçu ce genre de réponse, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne équipe pour vous, parce que on répond pas comme ça. Enfin, à ce genre de questions. C'est ça. Qui se demandent. C'est une personne qui occupe la direction des ressources humaines ou qui est responsable des ressources humaines dit ça. Bon. Il y a une question de Ludovic, très intéressante aussi.
Oui, un service RH va préférer une personnalité riche, créative et affirmée, ou au contraire, un profil plus standard. En d'autres termes, faut-il mieux se présenter avec originalité ou en montrant que nous serons malléables à la culture d'entreprise, sachant que les deux sont incompatibles, se démarquer ou se montrer conforme. Alors, à mon sens, il faut s'adapter à la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise transparaît généralement dans l'image de marque. Si je prends, par exemple, 1 minute 30, on a peut-être une image plus souple qu'une entreprise qui serait, je sais pas, admettons, dans un cadre, je sais pas, une société qui a des fonctions peut-être un peu plus strictes. Il faut s'intéresser à la façon dont l'entreprise communique. Ça, on peut le voir dans les messages, notamment sur les réseaux sociaux, voilà, de nouveau sur le site web. Et ça, c'est plus sur le ton, en tout cas, la façon dont on doit communiquer et ce qu'on peut mettre en avant. Faut faire attention avec l'originalité. L'originalité, tout dépend de ce qu'on entend par originalité. Mais les deux sont possibles, en fait. Un service RH peut vouloir une personne riche, créative et affirmée, ou au contraire un profil plus standard. Vraiment, là, ça va dépendre de l'entreprise. Ça va dépendre de l'entreprise et puis du management qui est pratiqué dans la boîte aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Moi, je trouve que c'est une question de balance et de comment on se sent le mieux, quoi. Est-ce que c'est intéressant de jouer finalement à être une autre personne en entretien ou pour aller dans une entreprise? Moi, je préfère, même si parfois on peut être avec un peu plus de réserve à l'entretien et s'ouvrir un peu plus quand on est en entreprise, je pense pas qu'il faut jouer à être une autre personne. Donc, faut se dire que la bonne entreprise, c'est celle qui nous accueille comme on est. Moi, c'est la philosophie que. Ouais, c'est vrai, c'est vrai aussi. Faut être naturel et faut pas en faire trop parce que la façon dont vous allez vous présenter, il faut qu'elle reflète quand même votre véritable personnalité. Parce qu'en fait, demain, vous arrivez dans la boîte et puis en fait, vous dévoilez une toute autre personnalité, peut-être d'ailleurs une personnalité très affirmée ou très originale qui colle pas avec la culture d'entreprise. Ben là, ça peut poser problème. Je sais que Fatih et Raphaël et même le reste de l'équipe, Abdel, Jérémy, tout le monde a été très naturel. J'ai pas senti de différence entre le moment où je vous ai reçu en entretien et puis par la suite, quoi. Vous avez été très naturel tout de suite. Ouais, c'est important. Donc oui, il faut pas venir habillé en indien, sauf si on veut vraiment les esprits. Ou peut-être si on postule pour un magasin de costumes. Merci Anne. Alors, on est quand même arrivé à la fin de ce webinaire. Il y a une dernière question. Je vous dis plusieurs questions, oui. Alors, on va essayer d'y répondre avant de clôturer ce webinaire. Alors, moi, je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Il y a juste... Il y a une dernière question de Halima. Ouais. À quelqu'un qui souhaite devenir chef de projet et qui a un background technique et qui fait une formation management. Quels sont les conseils que vous donnerez? Alors, c'est très précis, mais en tout cas, Halima, les profils très, très recherchés. Il y a des profils qui sont très, très recherchés en technique. C'est un profil très recherché, mais par contre, il faut s'adresser justement soit aux agences très techniques qui font par exemple souvent du développement ou qui sont spécialisées dans le développement, ou bien les entreprises qui ont un service technique, soit dev, soit SI, mais après voilà, ça dépend vraiment du poste recherché. Oui, ce sera disponible en replay. Et je veux bien compléter, Anna, avant de clôturer. C'est juste, Halima, n'hésitez surtout pas à mettre ça en avant.
je peux vous dire que moi, personnellement, ayant un background technique, c'est quelque chose qui est très, très utile pendant quand je réalise mes projets avec mes clients. C'est quelque chose qui m'est très utile parce que j'ai souvent des tâches qui sont techniques. N'hésitez pas à mettre ça en avant. Et le fait aussi que vous êtes en formation management, ça vous permettra de compléter et d'avoir un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, une double compétence et en management et en IT ou des compétences techniques. Donc, alors, pour le coup, je me souviens de Halima. Elle a un profil très technique. Vraiment très technique, avec plusieurs technologies, plusieurs langages. Donc, elle a vraiment un profil très, très technique. Et c'est transparent sur son CV. Donc, c'est pour ça que là, il faut vraiment s'orienter sur des offres aussi où la technique est très poussée. Chef de projet technique. Ça permettra à Halima de s'épanouir vraiment pleinement là-dessus. Voilà, c'est passé assez vite. En même temps, on a abordé plein de choses. Comme je vous l'ai dit, hein, nous, vraiment, notre objectif, c'était notre tout premier webinaire à destination des chefs de projet qui sont en recherche de stage ou d'un premier emploi. Je sais que c'est pas simple. On est tous passés par là et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait sympa quand même d'en discuter avec vous, de vous donner quelques conseils. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, qu'on a pu être clair et qu'on vous a apporté un maximum d'infos pour la suite. Nous, de notre côté, on est en phase de recrutement aussi, mais côté plutôt stage, chef de projet. Sachant que le profil que nous recherchons, c'est plus pour un stage plutôt de 6 mois, orienté marketing avec une grosse dimension digitale. Chez Minute 30, il faut savoir que le SEO est prédominant, mais qu'on est aussi très polyvalent. En fait. On fait vraiment beaucoup de choses dans un projet. Donc, il y a du créatif, du graphisme, il y a un peu de technique, il y a beaucoup de rédactionnel. Voilà, donc comme on déploie des stratégies marketing 360 chez Minute 30, on est assez polyvalent là-dessus. Un petit mot, Fatih et Raphaël, pour la fin. Non, bah moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça et ça fait plaisir de voir que vous avez trouvé ça intéressant et enrichissant. Donc si on peut vous aider, c'est que du positif. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage. Yes. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos questions. On sait très bien que c'est pas simple, mais n'ayez pas peur de l'échec, du fait d'attendre 2 mois, 3 mois, 5 mois, 7 mois. As long as you find the right thing for you. Bon courage et puis see you in season 2. Peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Bonne continuation à tous et merci d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci à tous. Bonne fin de journée. Ciao. Bonne soirée.